mais à chaque récré, genre on sortait de la salle de classe, on criait Yamakasi. Dès mon premier saut, j'ai su tout de suite que ça allait me suivre toute ma vie. Et je crois que c'était Libesson qui les avait appelés. On m'a dit que c'était une blague. Ah, vous avez raccroché? Et la personne avec qui l'avait appelé raccroche. Et en fait, le câble s'enroulait autour de mon cou à chaque fois que je passais la barrière. Avant qu'on tourne la scène, j'ai vu les chiens se battre entre eux. Et puis je vais voir le dresseur, je lui dis si je loupe mon saut, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit si t'aimes bien, il va te mordre. Bonjour à tous, bienvenue sur Quai-Plan saison 3. N'oubliez pas, avant de démarrer cet épisode, si vous nous écoutez sur les plateformes d'écoute classiques Spotify, Deezer, Apple Podcasts, les 5 étoiles qui permettent de remonter l'épisode dans le classement pour le suggérer à encore plus de monde. Et si vous nous regardez en vidéo sur YouTube, Quai-Plan by The Road, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre tous les épisodes qui arrivent. On a plein de chouettes invités qui arrivent cette année. Aujourd'hui, on est très content, on est même honoré d'avoir monsieur William Bell. Tu vois, c'est vraiment monsieur. En vrai, c'est trop cool de t'avoir. Je resitue pour ceux qui connaissent pas plus que ça, dont le nom peut-être n'évoque rien. Si vous êtes de notre génération, vous avez forcément vu le film Yamakasi. Peut-être vous pensez que le sport qu'on fait s'appelle Yamakasi aussi, c'est aussi possible. Du coup, toi, si tu étais, si je dis pas de bêtises, Spider dans le film, ouais. Parce que vous aviez tous des surnoms un peu stylés. J'ai eu de la chance d'avoir un joli nom. Ouais. Et cette scène, je sais plus si c'est dans l'intro ou dans le trailer, mais ton descente en rappel déjà à l'époque, ouais. Dans l'escalier là, super stylé. Du coup, nous, on se remémorait ça avec Paul. On reviendra de comment on a découvert la discipline, mais ça fait partie, comme beaucoup de gens de notre génération, de cette première pierre qui nous a dit on veut faire ça, quoi. C'est trop stylé. Comment toi, peut-être, tu as commencé, d'où ça vient tout ça, sûrement une histoire de famille, enfin je connais un petit peu le truc, ouais. mais tu pourras nous raconter. Comment t'en viens déjà à commencer la discipline? Est-ce que tu appelles ça Yamakasi, art du déplacement? Alors, la discipline, il y a 3 noms qu'on connaît. Ouais. On connaît parcours, free running, ouais. qui sont vraiment les plus connus. Et il y a l'art du déplacement, ouais. Mais moi j'appelle ça Yamakasi. Okay. Pour moi, c'est plus un état d'esprit, okay. En fait. Et aussi l'art du déplacement, quand j'ai déjà dit, mais c'est souvent, on l'utilise pour définir le freerunning et le parcours. On dit souvent le parcours est un art du déplacement et le freerunning est un art du déplacement. Et puis je trouve que ça porte souvent à confusion. Ouais. Et en disant Yamakasi, on comprend tout de suite qui sont les Yamakasi. Ouais. C'est vrai que nous, toutes les premières années, il y avait ce truc de quand tu t'entraînais dehors. Mais vraiment au début, quand c'était moins démocratisé, tu vois, que c'était moins connu comme discipline, le premier truc que les gens disaient, c'était « Hey, Yamakasi !» tu vois. Et ce qui, quelque part, du coup, était juste. Tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça beaucoup plus juste. En fait, c'est des enfants que j'entraînais à Sarcelles. Que quand j'allais les entraîner, je lui disais l'art du déplacement. Et ils me disaient Yamakasi tout le temps. Ils disaient on va faire du Yamakasi. Ouais. Et je me suis dit c'est vraiment plus juste en fait. Ouais. Parce que c'est un nom qui est, on sait même pas d'où ça vient. On pense que c'est japonais. En fait, c'est africain. Mm-hmm. Et c'est un mot qui est quand même universel. Et même la force du mot, on le ressent mais quand tu le dis. C'est pas évident parce qu'effectivement Yamakasi c'est à la fois le nom d'un groupe. Et en même temps, c'est un mot qui a c'est quoi? C'est homme fort, esprit fort, Yamakasi, la traduction? Ouais, en fait, ça vient de Lingala. Mm-hmm. Ça veut dire tout ce qui veut dire fort, en fait. Et puis, lorsque l'une des personnes du groupe a dit esprit fort en français, Guilain, qui est zaïrois, a dit en ma langue, c'est Makasi. Et lui, il a fait Yamakasi. Il a même, lui, remasterisé sa langue pour inventer un nouveau mot aussi. Trop bien. Pour une toute nouvelle pratique. C'est magnifique d'avoir les origines de ta bouche. C'est vraiment quelque chose presque d'émouvant pour nous parce que ça a vraiment changé notre vie. Tu vois, les premières images qu'on a vues de Yamakasi, du coup, ça a vraiment été une révélation. Et donc, toi, la première fois que tu as été confronté à ce mouvement-là, c'était quand, où, comment ? Moi, je pense que ça fait comme pour toi et comme pour beaucoup de gens que j'ai rencontrés, ça a complètement changé ma vie. Hein. C'est-à-dire que dès mon premier saut, j'ai su tout de suite que ça allait me suivre toute ma vie. C'est en suivant mes grands frères, puis des amis à eux, qui partaient s'entraîner au bois de Sarcelles, ça s'appelait la forêt des coins. Ils avaient tout un chemin à faire pour arriver à un parc à jeux. Et déjà sur le chemin, il y avait déjà comme des challenges à relever, comme grimper un mur, marcher sur un mur étroit. Et là, ils se sont arrêtés sur un saut qu'on appelait nous à l'époque le saut du bateau. C'était sur une structure en bateau. Et moi, en faisant ce saut-là, j'ai eu comme un déclic. À cet âge-là, j'avais 9 ans. Et comme beaucoup de gamins, on a cette envie de se dépasser, d'être confronté à la peur, d'essayer de surmonter nos peurs et tout. Et en fait, en faisant ce saut-là, j'avais énormément de blocages à cette époque-là. J'ai senti qu'en faisant le saut, ça m'avait libéré. Et encore aujourd'hui, je dis même plus de 30 ans après,
j'ai toujours la même motivation, toujours celle-là, cette quête de liberté, de retrouver à travers le mouvement cette aisance dans la vie, d'apprendre à mieux me connaître. Et le saut du bateau, il existe encore ou pas? Et saut du bateau, malheureusement, la structure en bois n'a pas survécu. Ok. Ils ont essayé de refaire une autre structure en bois, et c'est là que j'ai entraîné une nouvelle génération Yamakasi à Sarcelles. J'ai entraîné des amis de ma petite sœur qui habitait à Sarcelles, et je les ai ramenés justement sur ce lieu-là. Ils ont fait tout leur développement. Mais comme il n'y a plus personne, la forêt a repris le dessus sur le mur, tout le chemin. Mais le chemin n'est plus accessible. C'était vraiment beau. Ouais, mais je pense que c'est ça qui rend le truc magique, c'est qu'aujourd'hui, c'est pas refaisable. Donc ce truc-là n'existe qu'à travers ton souvenir, et je pense que ça le rend encore plus. Ouais, et en fait, c'était trop dangereux. Du coup, j'avais pas le droit de venir. Okay. Alors, j'ai essayé de refaire tout ce qu'il faisait, tout ce que je me rappelais. Et quand j'avais l'occasion, je refaisais ce qu'il faisait tout seul. Et puis, j'essayais d'embarquer des amis à moi, mais il n'y avait pas assez de gens qui étaient passionnés comme moi j'étais. Quoi. Ouais. Et quand tu dis trop dangereux, c'est par la hauteur, la difficulté T'imagines qu'on faisait un peu comme de l'urban climbing, grimper des murs, grimper des châteaux d'eau. C'était faire des sauts. C'était pas un grand vide, mais tu pouvais te retrouver à 2 mètres, 3 mètres du sol. Et pour atterrir, c'est un mur qui était en face de toi. Et puis moi, j'ai déjà vu des gens justement sur le premier saut du bateau. Avant que je le fasse, j'ai vu l'un de mes amis, de mes grands frères, essayer de faire le saut. Et en fait, pas pousser assez, il se retrouvait sur les côtes. Oui. Ouais. Et du coup, je me disais, c'était quand même très dangereux, quoi. C'est sûr. Ouais, parce qu'il faut remettre en contexte, c'est que moi, je vois à travers les premiers reportages Yamakasi, justement à la télé, tu vois, quand il a commencé à voir le film et tout. Je crois que j'ai l'image du saut du bateau en tête. Ouais, je crois qu'il y a, il y a des vidéos. J'ai en tête un truc, mais c'est en fait le contexte, c'est qu'à cette époque-là, la technicité, on va dire, n'était pas aussi poussée qu'aujourd'hui, et il y avait un côté barbare mais en fait, comme nous à nos tout débuts, quand on a commencé, on n'avait pas d'association, pas de prof. Enfin, en gros, Paul avait vu des vidéos sur YouTube, il m'a embarqué avec lui. Et en fait, on essayait de reproduire ce qu'on voyait en vidéo. Et quand on sautait, qu'on se faisait très mal, on se disait, bon, c'est pas la bonne technique. Et à un moment donné, tu trouves la technique et t'es en mode, ah, mais c'est ça, en fait, depuis le début qu'il fallait faire, quoi. Tu sais que moi, perpétuellement, sur mes détentes, sur mes sauts de détente, c'était en courant, du coup, sur mon pied d'appui, quand le rebord était trop étroit, je gagnais pas assez la cheville et je me faisais, tu sais, le coin-coin. Oui. Au début, je comprends pas. Sur tous mes sauts, je me fais un coin-coin. Qu'est-ce que je fais mal? Et en fait, tu vois, genre, je me suis dit, du coup, c'est pas la bonne technique, faut que je gagne plus, tu vois. Et plus renforcer les chevilles, tout ça. Mais c'est vrai qu'on a vraiment appris par l'erreur, quoi. Bon, en fait, c'est ça, je trouve intéressant. C'est comme vous, toute cette première génération, comme vous et tout, vous avez trouvé la solution par vous-même, en fait. C'est ça qui est bien. Mais le process, c'est ce qui manque, je pense, à la nouvelle génération qui a quand même toutes les infos et que parfois, trop d'infos, tu perds l'info essentielle. On a vraiment trouvé cette magie, nous, dans l'entraînement. C'est comprendre comment ça fonctionne, quoi. C'est vraiment intéressant, ça. Et puis, je trouve, tu vois, le côté de se créer des challenges mentaux tout seul, tu vois, le saut du bateau, il existe parce que t'en parles. Fondamentalement, c'est un parc à jeux avec une certaine distance, tu vois, mais ça devient le saut du bateau parce qu'on le conceptualise, tu vois. Et je trouve que la beauté de trouver ces défis dans l'environnement urbain, nous, c'est vraiment ça qui a transfiguré, en fait, notre rapport tu vois, aux choses, l'urbanisme et tout ça, quoi. Je trouve ça magique. Je dis vraiment, la vie, même quand la vie t'enferme et tu te sens bloqué dans quelque chose, si tu fouilles un petit peu en toi, tu peux peut-être trouver quelque chose qui te libère, en fait, de cette situation. Ouais. Mais nous, ce qu'on dit, c'est ça la force de ces disciplines, c'est que tu peux me dire c'est impossible de monter là-haut. Je vais te montrer qu'il y a 10 méthodes différentes pour atteindre l'endroit et qu'il n'y a aucun endroit qui est inaccessible, tu vois. Et moi, Yamakasi, c'est vrai qu'après toutes ces années-là, qui est quelque chose qui est quand même très physique, je dis, à un moment donné, tu as un peu une sautée parce que tu as l'impression d'avoir fait le tour. Tu as l'impression que tous les sauts se ressemblent. Et je vois la nouvelle génération qui fait des trucs encore plus magiques, incroyables. Tu vois je trouve ça, ça sera sans fin, quoi. Je trouve ça vraiment beau que physiquement, parce que je sais que physiquement, on a quand même des limites, mais tu dis, bon, intérieurement, il n'y a pas de limite, mais que physiquement ça se rapproche à ce qui se passe à l'intérieur, je trouve ça incroyable. Mais c'est vrai que pour parler un peu comme ça de l'évolution et de la nouvelle génération, il y a ce truc où je m'attendais à ce qu'à un moment donné on arrive au maximum des capacités humaines, tu vois, et qu'il y ait vraiment une stagnation, on va dire, du niveau. Et en fait, comme tu dis, il y a des évolutions tout le temps. Je vois encore des jeunes là de 16-17 ans qui t'envoient des trucs soit super créatifs que tu savais même pas que c'était possible. Un truc que j'adore, c'est les mecs qui sautent verticalement devant un mur, en fait ils se retournent en 180 en poussant avec les pieds et ils se finissent en chat plongé, tu vois. Et ce genre de move où il y a vraiment un côté félin de rebondir, etc. Et c'est des moves qui n'existaient pas à notre époque, tu vois. Et j'ai l'impression que maintenant il y a de plus en plus de pratiquants qui vont dans d'autres milieux, que ce soit montagneux, je pense même à Léo qui est dans les arbres, tu vois, Léo Urban, tu vois. Ils arrivent à transcender la discipline dans des lieux qu'on a moins exploités. Et du coup ça amène encore des nouvelles choses juste en changeant
l'environnement en fait. Donc c'est assez stylé. Ouais. En fait, faut pas oublier ce qui nous entoure et c'est pas le béton en fait qui est naturel. Ouais, tu vois, c'est vraiment la forêt et puis les animaux qui sont autour. À l'époque du film, t'as quel âge ? J'ai 18 ans. Ouais. Ok. Le film Yamakasi, j'ai 18 ans. Sur le tournage, t'as 18 ans. Ouais, sur le tournage, j'ai 18 ans et magique. Pour Ouais, moi, ça a dû être un truc. Et déjà, comment vous êtes approché, ça je sais un peu, mais ce qui va m'intéresser, c'est au moment où vous savez que vous allez faire ce film, genre, c'est quoi, vous êtes comme des oufs, non, j'imagine? Ah, c'était trop marrant. Moi, j'ai appris qu'on allait travailler avec Luc Besson lorsqu'on était sur Notre-Dame de Paris. Ok, donc c'était une comédie musicale, c'est ça? Ouais, comédie musicale qui tourne encore aujourd'hui. C'est la comédie musicale Notre-Dame de Paris. J'étais artiste acrobate sur le spectacle. On était 4 dessus. Il y avait mon frère Ciao, il y avait Charles, Malik et moi. Et pendant la pause, quand c'était avant le spectacle, on sent un appel. Et je crois que c'était Luc Besson qui les avait appelés. On a dit que c'était une blague. Ah, vous avez raccroché? Et la personne avec qui il avait appelé raccroche. Et ensuite, il rappelle, et là, il dit c'est vraiment Luc Besson. Et là, je me rappelle quand ils disent ouais, il y a Luc Besson qui a appelé. Moi, je savais que c'était un rêve pour nous de travailler avec Luc Besson, parce que c'était la référence dans le film d'action à cette époque-là. Bien sûr. Il n'y avait pas grand monde en fait dans le film d'action, et Luc Besson était la référence. Et je dis il y a peut-être un rêve qui va se réaliser. Parce qu'à chaque fois qu'on faisait une télé, on disait on veut faire des films et on veut travailler avec Luc Besson. Okay. Toi, c'était ça. Et du coup, le rêve allait se réaliser et ça a été comme une grande joie, quoi. Tu te dis, parce qu'on a tellement galéré aussi avant de vivre de notre passion. Je sais pas, on a mangé des pâtes à l'eau et puis des pépitos pour juste survivre, en fait, parce que tout le monde avait arrêté leur boulot et tout. Notre-Dame de Paris, c'était vraiment un vrai premier travail où on s'est professionnalisé, mais c'était pas tout le groupe. On était 7 dans le groupe. Et du coup, il y en avait 4 qui vivaient bien, dont moi, et puis 3 autres qui galéraient, en fait. Il fallait qu'on s'entraide et tout. Et puis là, on s'est dit, avec le film, on va mettre un cran au-dessus. Et puis notre but, c'était aussi que la nouvelle génération puisse aussi se professionnaliser. C'était pas que simplement on voulait montrer aux gens. Moi, j'avais une grande peur de l'an 2000. Quand Luc Besson nous a contactés, c'était en 99. L'an 2000 me faisait peur. Je me disais, peut-être qu'il y aura des voitures qui volent, plus besoin de sortir, plus besoin de bouger. Et je me disais, mais on va passer à côté de quelque chose. Le sport sera inutile pour moi. C'est-à-dire que tu vas rester assis sur ton canapé et tout va venir à toi. Ouais. Et j'avais cette peur-là de l'an 2000. Du coup, de montrer au monde la pratique Yamakasi, pour moi, c'était comme un objectif. J'ai envie que les gens voient qu'avec ton jogging et paire de baskets, c'est ça la vraie richesse, c'est ça la vraie liberté. En 99, j'ai dit, faut qu'on le fasse avant l'an 2000. Et ça s'est fait en 2001. Après, j'ai vu l'an 2000, ça l'a passé, il y a eu le bug de l'an 2000, mais j'ai vu, il n'y a pas de voiture qui vole, c'est bon, il n'y a pas de magasin qui vole. On marche toujours, on court toujours, il faut toujours aller faire ses courses. Et, du coup, ça m'a rassuré. Quand on a la chance, le groupe Yamakasi, c'est un groupe d'amis quand même. Aujourd'hui, là, on n'est plus ensemble, mais cette époque-là, c'était des très bons moments où ils sont encore gravés en moi, où c'est-à-dire tu travailles à plein temps, tu comptes pas les heures. Et puis, je me rappelle qu'on dormait dehors, tellement qu'on était fracasse, on n'avait pas des loges les premiers jours, on s'en foutait. C'était juste vivre l'aventure et puis se dire on veut que ce film-là sorte et qu'on le partage avec le monde, quoi. Et niveau scénario d'ailleurs, ça se passe comment? Est-ce que ils avaient déjà un scénario tout prêt? Est-ce que vous avez aidé à l'écriture? En fait, il y a eu Luc Besson nous a demandé si nous on avait des idées de films. Et à cette époque-là, on avait déjà préparé, quoi. Certains du groupe avaient déjà préparé au cas où si un producteur nous demandait cela. Et il y avait 3 personnes du groupe qui avaient déjà écrit 3 films. Le film Yamakasi s'est inspiré de l'un des films d'une personne du groupe. Mais ça, à la base, on avait déjà des idées de films. On voulait déjà faire des films avant de rencontrer Luc Besson. Ouais. Et normalement, le film était un peu plus dur. Le film Yamakasi, on avait écrit un film comme on fait des cambriolages pour essayer de sauver la vie de quelqu'un. On savait que voler, c'était pas forcément positif. Il y avait l'un de nous qui mourait, en fait, à la fin. Et Luc a fait non, il n'y a personne qui meurt. On va rendre ça beaucoup plus positif. Il y avait un volontaire pour mourir? En fait, on n'est pas arrivé à ce stade-là. Ok, d'accord. Et le tournage a duré combien de temps? Il a duré, on a eu 2 mois de répète et après on a fini en juillet. Il fait avril, mai, juin, 4 mois. Ça fait 6 mois en tout. Ouais, balèze. Avec 2 mois de préparation, avec une coach pour nous apprendre à jouer. Et puis nous, en entraînement physique, à cette époque-là, il y avait peu de choses, il n'y avait que nous. Et du coup, une fois que le film il est sorti, nous on pourra raconter ce que ça a changé dans nos vies pour tous les spectateurs finalement. Vous, est-ce que vous avez senti l'impact que, genre, quand le film est sorti, est-ce que vous avez senti que vous avez changé un truc, que vous avez modifié la vie de milliers de gens, de jeunes ou alors c'est peut-être venu un second temps? Ouais, l'engouement du public a été très fort. Hein. Le film, il a marché dans tous les pays dans lesquels il est sorti. Il est sorti dans une vingtaine de pays dans le monde. Ah ouais, à ce point-là. Et à chaque fois qu'on a fait la promo, les avant-premières, enfin, dans chaque pays, ça a été
ça a été fort en fait, très fort avec le public. Surtout on les a vus que dès que les gens sortaient de la séance de ciné, avaient envie de sauter partout. Ouais. Mais c'était marrant à voir en fait, tu disais c'est ce qu'on voulait. Ouais. On voulait donner envie aux gens d'aller s'entraîner. Et ça a été très beau. Mais sinon, du point de vue dans le monde professionnel, on a eu un changement total dans le cinéma, dans la musique, dans le spectacle, changement radical. C'est-à-dire qu'avant, je me rappelle, quand je faisais les castings pour les films, on mettait souvent est-ce que tu fais de la boxe, est-ce que tu fais du karaté, est-ce que tu sais faire des acrobaties. Après film Yamakasi, c'est marqué est-ce que tu fais Yamakasi. Ok. Il y avait ça comme demande. C'est génial. Ça a été là, j'ai fait ah ouais, là il y a un grand changement. Et après, on l'a vu dans les jeux vidéo, dans les clips, voilà, dans le milieu du spectacle. Mais encore aujourd'hui, il faut toujours qu'il y ait un Yamakasi ou un traceur en fait, tout le temps. Ça nous a dépassé et vraiment magique, ouais. Mais encore aujourd'hui, c'est ça que je disais. Ouais. Ça m'arrive parfois je marche et puis je traverse une cour, l'école primaire et puis j'entends les parents dire à son enfant qui sort d'école fais pas ton Yamakasi parce qu'il est en train de sauter de plot en plot. Tu vois. Je trouve ça trop marrant quoi. Et puis toi t'es derrière, tu dis putain ça part. Surtout 25 ans après quoi. Ouais, les premières années de pratique, c'était Yamakasi qu'on entendait, tu vois. Et en parlant de saut dans le film justement, nous on a plein de séquences en tête, tu vois. Ouais. Et en discutant avec toi, j'en ai une qui me revient je sais plus lequel d'entre vous fait un saut de bras entre deux toits et presque loupe sa réception, c'est un peu à la Tom Cruise, et le prend dans les côtes comme ça. Est-ce qu'il y a eu des ratés de cascades, de trucs comme ça qui se sont mal passés finalement Les premières scènes du film quand on fait la montée de l'immeuble. La montée de l'immeuble. Ensuite, il y avait un truc qui était plus impressionnant qu'on a fait, c'était la descente de tout l'immeuble. Ok. Tu peux pas t'arrêter, c'était 1, 2, 3, 4, il y avait 26 étages et c'était impressionnant. Et après cette descente-là, il y avait le saut, tu vois, par-dessus la barre et puis on atterrit sur une terrasse. Ouais. Et en fait, ils avaient mis quand même des petits matelas sur les pavés, parce que quand on atterrissait, on cassait en fait les dalles en dessous. Mon pied passait à travers, j'ai eu ça. Et puis les accidents, c'était plutôt c'était atterrir sur le dos dans les tapis. C'était le truc le plus dur. Parce que nous, on a appris à sauter et puis à atterrir sur les pieds. Et en fait, quand on nous mettait des pieds de sécurité, mais des trucs gonflables, on n'arrivait pas, on mettait les pieds. Du coup, on nous voyait rebondir, ressortir du tapis. Wow. Pour moi, la plus belle gamelle, c'est avec les chiens. J'avais tellement peur. Ça a été un bon moment où je disais, tiens, faut pas que je me loupe. Là. Tu croises les doigts pour pas rater. Non, ils te mangent en pas. En fait, c'est pas ils mangent, mais avant qu'on tourne la scène, j'ai vu les chiens se battre entre eux. Ouais. Ah ouais. De manière un peu violente. Et puis je vais voir le dresseur, je lui dis si je loupe mon saut, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit si t'aimes bien, il va te mordre. C'est-à-dire qu'il va te mordre pour dire bonjour, il va un peu te gripper comme ça quoi. Ouais. Et moi je dis j'aime beaucoup les animaux. Alors je pense que on va se dire bonjour un peu trop fortement, faut pas que je me loupe. J'ai eu peur en fait en faisant la course. Et oui, tu montais sur la barrière et tu sautais sur le lustre. On faisait tout nous-mêmes, mais puis on avait aussi des cascadeurs aussi pour nous. Okay. Ou si ça on répète. Et puis normalement c'était une personne qui devait le faire pour moi. Ok. On avait une assurance où il disait si tu vas, je ne me rappelle plus la hauteur, mais c'était vraiment pas haut. Je crois que c'était 2 mètres max, il fallait qu'on soit câblé. Oh, wow. Et là, c'était pas possible pour nous. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que sur les quelques expériences que j'ai eues en doublure cascade, pareil, il y avait une montée d'immeuble que je devais faire. Et par obligation pour l'assurance, ils devaient mettre un câble. Et ça a été plus dangereux avec le câble parce que quand je montais par rapport à l'install, je devais passer une barrière, rentrer dans un appart. Et en fait, le câble s'enroulait autour de mon cou à chaque fois que je passais la barrière. Et donc, c'était 100 fois plus dangereux. Moi, ça m'est arrivé cette scène-là que tu dis. Le câble autour du cou, ouais. Il y a la scène, mais c'était dans le second film. Et je crois qu'on voit quand je fais le saut de l'immeuble et ma main a fait ça, parce que j'ai vu le câblage s'enrouler. Ouais. Et pendant le saut, et au moment où j'atterris, normalement, il devait tirer sur le câble et je me voyais ma tête aller se faire étrangler. Et j'ai eu le réflexe de faire ça très rapidement. Et je crois qu'on voit un peu dans la scène et du coup, j'aurais dit parfois trop d'assurance. Mais j'avais ce truc d'orgueil de nous, c'est du vrai parcours, on n'a pas de matelas, on s'entraîne à la dure. Et en fait, une fois que tu as fait une semaine de tournage et que tu as fait le saut 50 fois, tu dis bon, on va mettre les matelas demain parce que j'ai mal au dos, quoi. Tu vois. Surtout maintenant, tu comprends, bon, tu l'as eu. Nous, ça arrive, le saut pour de vrai. Caméra était pas allumée. Ouais, et là tu dis ouais, bon, on va mettre les matelas. La deuxième fois, t'es là, il faut être efficace. Là. Tu parlais des jeunes qui sortaient au sortir de la séance en train de sauter partout après avoir vu au cinéma Yamakasi. C'était trop marrant ça. Et moi c'était vraiment cet effet-là. Hein. Ah oui, vous avez vécu ça Ah ouais, moi j'étais en vacances dans les Alpes là, chez ma grand-mère. Je vois sur une petite télé et je sors de la projection et là je suis en mode, j'étais comme un ouf quoi. On avait une bagnole et du coup j'essayais de faire des wall spins, tu sais, des palm spins, des 3-6 autour de la main là, sur la voiture. Après je m'étais mis une petite barre en bois et j'essayais de sauter au-dessus de la barre en bois dans le jardin, tu sais.
Genre, enfin, c'est drôle c'était ça, tu vois. Et je me rappelle que dans la cour de récré, c'était vraiment... Je pense que l'effet de mode a duré 3 semaines à peu près. Mais à chaque récré, genre on sortait de la salle de classe, on criait Yamakasi. Et en fait, tout le monde courait dans l'escalier pour aller dans la cour. Et en fait, dans la cour, il y avait des murets de béton de même pas 1 mètre. Et on tentait des sauts de chat ou des voleurs, tu vois, des mouvements pour passer le muret. Ou alors sur le banc dans la cour, on sautait par-dessus. Et vraiment, c'était ça. On criait Yamakasi partout et on sautait sur tout ce qu'on pouvait sauter. Et il y a eu cet effet de mode pendant 2-3 semaines, je pense. Et après, moi, ça m'a pas... J'ai pas continué parce que j'étais jeune et on n'avait pas trop la notion que c'était un sport ou qu'on pouvait continuer à en faire. Donc après, moi, ça m'est totalement passé. Et c'est seulement à 16-17 ans, avec les premières vidéos YouTube, du tout début de YouTube en 2005 ou ce genre de choses, où j'ai revu des vidéos de freerun, d'anglais. Donc tu vois, du coup, ça a changé de nationalité entre-temps. Et là, je me suis dit, ah putain, c'est stylé, j'ai commencé à en refaire. Et puis c'est là où Paul, on s'est rencontrés. Lui, il en faisait déjà depuis 1 an. Et c'est lui qui m'a dit, vas-y, en fait, c'est un sport. Ça s'appelle le parcours. Il y a tel type de saut. Il y a 3 vidéos sur YouTube où il y a quelques sauts qu'on peut essayer de reproduire. Et place du marché de notre village. Et on sautait entre des lignes au sol de parking pour faire des sauts de presse, quoi. Les Yvelines, 78, ouais. 78, ouais. Les Yvelines, ah ok. Ouais. C'est marrant parce que nous le bled c'était Noisy-le-Roi et t'as Noisy-le-Grand à l'opposé qui est un bon spot de parcours et ce qui était rigolo c'est que du coup on s'est beaucoup entraîné dans son école où il a fait ses premiers sauts après le film. Tu vois. En gros l'école primaire où j'avais sauté quand j'étais enfant et ben en fait c'est un putain de spot de aujourd'hui c'est un spot, c'est un bon spot et en fait plus tard à 18-19 ans on s'entraînait au même endroit là où je faisais les sauts 10 ans en arrière c'est marrant. à l'école. L'école alternative là c'est parfait. Mais ils avaient fait comment pour vous contacter? C'est juste... C'est Facebook en fait et du coup c'est tout début de Facebook et lui il poste une photo, il est en drapeau, tu sais. Ah oui, c'est le seul move que je savais faire. De force déjà, un move de ouf quoi. Non mais je le faisais 0,5 secondes et la photo était prise au moment. C'était une photo quoi, c'était bien. Et du coup je dis tu fais du parcours mec parce que du coup je vois son image et je me dis mais du coup quelqu'un dans ma vie qui fait du parcours, forcément on s'entraîne ensemble bien. Et en fait, il me ment, il dit ouais, je fais du parcours carrément. Mais je savais même pas ce que c'était, c'est juste. Et pour l'histoire, la première, moi j'ai fait taekwondo et taijutsu. Et la première fois que j'ai vu quelqu'un faire un mouvement assimilé à ça, c'était un salto arrière avec un pied sur le mur. Dans le dojo, je m'entraînais. Ah oui. Et du coup, ce mec-là, c'était son frère en fait. Sans savoir que c'était son frère. Non, c'était mon frère. C'est tu vois comme quoi. C'est le monde est petit. Les connexions. En tout cas, nous, à la période où on a commencé, c'était rare les gens qui commençaient jeunes à 11, 12, 13, enfin, tu vois, on a commencé à 17 ans, ce qui est un peu tard, on va dire. Et du coup, c'est ouf que toute première génération, toi, t'es l'exception qui commence à 9 ans, tu vois. Et t'es un des fondateurs qui a commencé le plus tôt, quoi. Enfin, t'as forgé ton corps avec ça, c'est ça qui est fou, quoi. Et d'ailleurs, en parlant de longévité, ta pratique, elle a un peu évolué vers l'escalade, on en parlera après. Mais aujourd'hui, là, un drop, un saut de fond, un truc comme ça, un mouvement très explosif qui demande beaucoup de ressources. Est-ce que tu te sens... comment aller 90-80% de ce que tu as pu être tu vois, ce serait quoi un peu comment évoluer ta pratique par rapport à l'âge ou le temps ou... En fait, j'ai eu des grosses blessures en étant très jeune déjà. Et puis j'en paye le prix maintenant. Mais bizarrement, je me sens plus fort qu'avant. Ça a été, comme je me suis blessé très jeune au niveau du dos, j'ai fait une mauvaise chute et quand j'étais sur Notre-Dame de Paris, je me suis retrouvé paralysé. Et puis les médecins ont dit fin de carrière entre guillemets. Très vite, j'ai dû m'adapter et puis dû dire avec mon mal de dos, j'avais un disque pincé, maintenant j'en ai 2, vraiment pincé de tassé. Et de me dire, est-ce que je peux toujours bouger avec ça en fait. Et c'est là que j'ai créé mes premières méthodes de mobilité sur le mouvement. Et ça a commencé en 99. La chute, comment c'est arrivé ? À 15 ans, j'avais un ami qui voulait être pompier. Et du coup, il fallait qu'il s'entraîne. Du coup, je l'ai coaché pour... Et puis dans ça, il fallait faire le muscle-up. Et puis on s'entraînait tous les jours. Et puis un jour, en faisant les tractions, on s'entraînait à Sarcelles. Il y avait une sorte de barre en bois, une poutre en bois, certaines hauteurs. Et en faisant ma traction pour monter en muscle-up, la barre s'arrache et je retombe sur le dos. J'ai senti mon premier pincement comme ça, mais je ne savais pas, j'avais déjà une petite faiblesse. Et puis sur le train de Paris, en plein spectacle, je fais une série de rondades, flip, salto. Et dans le salto, quand j'atterris, je fais juste un twist et je me sens paralysé, je ne bouge plus. Et c'était marrant. Et la scène juste après cette séquence-là, c'est qu'on se retrouve sur une palette en skate et on doit traverser la Seine et revenir sur la scène, mais moi, juste que je prends le skate, je traverse la scène, mais je reviens pas. Je disparais, je vais en coulisses et je leur dis, je peux plus me lever. Ah ouais, donc c'est la réception même sur les pieds. Le saut et en faisant le twist, j'ai senti comme si que mon disque était pincé et il a touché le système
Donc c'est une sorte de faux mouvement Ouais, de faux mouvement, mais c'est-à-dire qu'il était déjà usé, moi je ne savais pas. D'accord. Et il était déjà trop pincé, et ça fait comme une hernie discale. Ok. En fait, ça fait ça, quoi. Et je Ah me suis ouais. retrouvé aux urgences après ça, et puis j'ai dû arrêter pendant 1 mois et demi, 2 mois, vraiment, avant de revenir sur scène, pour pouvoir essayer de Ok. faire quelque chose. Et aujourd'hui, t'as quel âge? Aujourd'hui, j'ai 44. Ok. Et tu te sens plus fort Je me qu'avant? sens plus fort qu'avant. C'est-à-dire que les derniers sauts que j'ai fait, c'est manpower, les choses comme ça que j'ai fait là récemment, et je l'ai fait 3 fois, 4 fois. C'est des choses que là, je fais en série. Putain, c'est beau, hein. Franchement, à 45 ans, faire le manpower. Mais je connais la limite de mon corps, et puis je sais à un moment donné, il faudra que je me calme beaucoup plus. Même si je me sens capable de faire encore des sauts, je me dis, fais attention. On était quand même des fous furieux avant. Sans technique, je me rappelle, on sautait, on atterrissait sur les avant-bras. Nous, avant, la mode, c'était atterrir sur un bras et Ouais, ouais. Ouais, c'était ça dont je parlais, pardon. un truc que vous faites jamais, vous. Ouais. Mais nous, on le Je l'ai faisait jamais parce fait, que ouais. on le faisait parce que on s'imaginait le haut d'un immeuble et t'as pas le droit à l'erreur. On disait, si tu sautes et tu fais que sur les mains, si tu zippes, tu peux pas te rattraper. Bien sûr, On ouais. s'entraînait à faire avec un avant-bras pour se dire, si tu zippes, bah tu zippes pas parce que t'as ton bras dessus, quoi. Ouais. Mais ça nous faisait des gros Popeye, t'avais des coudes en or et un Popeye comme ça, quoi. Ouais. C'est quelque chose qui a bien changé aujourd'hui, et puis c'est très bien que ça soit évolué plus techniquement, tu vois. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à enseigner. Et puis, j'ai commencé avec des enfants qui avaient 10 ans. Du coup, c'était très important pour moi de les entraîner avec le plus de sécurité possible. Ok. Mais si je reviendrais en arrière, je sais que je le ferais complètement autrement. Mes entraînements changeraient complètement tous mes débuts, quoi. Mais quand j'ai commencé l'escalade, quand j'y pense, je faisais entre 50 et 100 voix par jour, qui est complètement inutile. Ouais. Mais quand j'en parle, quand je suis arrivé au pôle olympique et que j'avais un coach, je lui dis, je fais 100 voix par jour, c'était mon entraînement. Il dit, c'est impossible. J'ai montré la vidéo, j'ai dit, ça dure 1h30, et je fais l'enrouleur non-stop. Ah, donc tu fais la même La même voie, et puis parce qu'en fait, il n'y avait qu'un seul couloir, et puis les premières fois, ça me prenait 5h30. Je finissais tout le temps avec des crampes, je faisais de 5A jusqu'à 7A. Ok. J'ai fait une fois dans ma vie 1000 sauts de précision. Ouais. Et effectivement, au bout du 200e, ça sert plus à rien. T'es Ouais. juste en train de te faire mal, mais c'est juste un travail mental en fait de te dire je vais aller au bout de la connerie entre guillemets, tu vois. Ouais. Et je me rappelle que ça m'a pris la journée entière. Et t'es resté comment, courbaturé après ou... C'est 3 jours où tu marches plus en fait. T'es tellement courbaturé que tu peux plus te déplacer quoi. C'est vraiment. Tu sais que tu t'es fait mal quoi. J'avais installé une barre de traction, un pan d'escalade, tu sais, avec différentes réglettes. Ouais. Je l'avais mis dans l'escalier qui descendait. Et Ouais. en fait, avec l'habitude, je sautais, je prenais ça et je me jetais dans la cuisine Ouais. comme ça. Et en fait, J'imagine. un jour, ça s'est décroché. Et du coup, quand je faisais le balancier, donc je suis tombé plat dos dans l'escalier. Ouais. Et j'ai senti tous les disques, enfin, j'ai senti toutes les marches sur les vertèbres et tout. Et c'était pointu les marches chez lui en plus. Ouais, hein, c'est pointu. Allez. Et je me suis vraiment enlevé tout de suite en mode, Ouais. s'il faut que je sois paralysé, je vais être debout maintenant. Tu vois. Ouais. Oh là là. Et, j'ai eu très mal pendant très longtemps, mais j'ai pas eu de. Tu vois, Ouais, c'est bien. mais ouais, je compatis à ça parce que quand ça se décroche. Ouais, quand ça... moi, je suis resté. Faites attention chez vous quand vous mettez les trucs en hauteur. C'est pour ça que j'ai vraiment peur avec les barres à traction. Toi, les barres à traction, Que tu mets dans les portes là, que tu visses. à l'époque, là, j'en ai vu tellement se bicher. Moi j'en ai une qui s'est décrochée, j'ai fait un plat d'eau aussi chez moi. Sur les genoux là, tu te rappelles? Ah oui, non, c'est le genou. C'est le genou, ouais. Ah, c'est terrible. Et du coup, t'as commencé l'escalade dans un moment de convalescence du parcours où tu pouvais moins sauter Ouais, ou... j'ai eu c'est ça, en fait, suite à une grave blessure au pied. J'ai eu une fracture à la cheville, à la malléole. C'était en 2011-2012. Et ça m'a réveillé la douleur discale en fait au dos. Et j'ai senti que l'opération m'avait décalé le corps, comme si que j'avais une charpente qui était penchée. De plus en plus mal. Je me sentais de plus en plus que j'allais arriver à la paralysie. Parce qu'il y avait des matins, je me levais, je ne pouvais pas me lever. Je restais allongé tellement j'avais mal au dos et tout. Et c'est là que j'ai commencé à avoir une réflexion d'être imaginé dans mon lit et puis m'imaginer en train de marcher à l'envers. C'est comme ça qu'est venue ma méthode reverse. Et puis en parallèle, j'ai eu ma grande sœur qui était aussi née à Makassi, qui a eu un grave accident, qui s'est retrouvée en fauteuil roulant. Quand j'ai cogité pour essayer de trouver une solution parce que c'était sûr que pour elle, on disait qu'elle n'allait jamais remarcher et que je ne pouvais pas, moi, me dire elle ne remarchera pas. Du coup, j'ai essayé de trouver des solutions alternatives pour pouvoir l'entraîner et tout. Et puis, ça m'est venu l'idée d'être sur un skate, marcher à l'envers, puis l'entraîner, faire des choses avec elle et tout pour qu'elle puisse aussi rebouger. C'est l'escalade qui m'est venue en 2013. Et j'ai eu la réflexion de dire je vais aller dans une salle d'escalade. Mais j'étais très bloqué par la corde. J'aimais pas l'idée de grimper en corde. J'ai grandi avec le truc du réel. Voilà, il faut sortir, tu te sens tapis et tout, quoi. Et le 1er janvier 2014,
dès mon premier essai, première montée, j'ai eu comme pour Yamakasi, un truc où je fais révélation, incroyable. Je suis passé à côté de quelque chose. Pourtant, dans mon enfance, j'en ai fait l'escalade. Et c'était une salle de voix du coup? Bah, c'était Murmure. C'était Murmure, ok. Ouais, c'était Murmure à l'époque. Et donc le bloc, tu l'as découvert après avoir fait un peu de voix ok. J'ai fait d'abord la voix. Okay. Et ça m'a fait vraiment un déclic, surtout avec la corde qui m'a allégé et tout, et que je me disais peut-être que je vais retrouver ma mobilité du corps. Et en fait, ça a fait le contraire. Plus je grimpais, plus je devenais rigide. Ouais. Et après, j'ai connu le bloc. Il y avait une petite salle de bloc à Pantin, mais qui faisait un fronton. Ouais, c'est petit, ouais. Du coup, je comprenais pas c'était quoi le bloc. Pour moi, le bloc, c'était de l'entraînement. Et mon rêve, c'était faire des solos en falaise. Et j'imaginais que tous les jours, je grimpais l'Himalaya. C'était mon truc. Je comptais en kilomètres, en fait. Oh, wow. Je faisais ça, en fait. Donc les 15 mètres de Pantin. Ouais, les 15 mètres, je disais, faut que tu montes. 100, ça fait 150. Minimum entre 200 et 250 voix par semaine. Je me retrouvais des chaussons troués. Et puis, du coup, c'est mes potes qui m'achetaient une paire de chaussons. Tellement je les usais. Et moi, je pensais qu'il fallait changer ces chaussons chaque mois. Je faisais ça parce que tellement je les usais. Ah ouais. Parce que je grimpais mal déjà, je frottais partout. Ah, mais si tu fais des kilomètres aussi. Mais c'était, je faisais n'importe quoi. Ouais. C'était n'importe quoi. Tu as concrétisé ce rêve de solo, du coup? Ouais, je l'ai fait, je l'ai fait assez rapidement. En fait, les premières fois que j'ai grimpé, je comprenais rien à l'escalade. Et j'ai eu le déclic à ma première 6A. Et après, très vite, j'ai fait 6B, 6C, 7A. C'est venu 5 mois après. Très vite, je suis monté. Mais dès que j'ai fait ma 7A, je dis, je me sens safe, un peu plus en sécurité. Et là, j'ai fait beaucoup de solos à chaque fois. Okay. Et l'envie de faire un solo, c'est venu. Est-ce que c'est, je sais pas, des vidéos d'Alain Robert, par exemple, ou c'est vraiment juste une envie comme ça Alain Robert, quand j'étais plus jeune, j'avais déjà vu des vidéos et tout. Et Patrick Hélinger, tout ça me parlait pas du tout. Ouais. C'est quand j'ai commencé l'escalade que j'ai compris de leur prouesse physique, en fait. Mais avant de faire l'escalade, t'as l'impression que c'est du gauche-droite, que tu grimpes des escaliers juste que c'est plus petit. Mais ça, c'est un vrai sujet. C'est vrai que je trouve que l'escalade, c'est un des sports les plus ingrats, parce que même une prise qui a l'air énorme, si elle est parfaitement lisse, c'est horrible, quoi. Tu vois, et il y a que en pratiquant que tu te rends compte de la vraie difficulté. Et pour revenir sur ce que tu disais, moi, tu vois, quand j'ai commencé à faire du bloc, le niveau, pareil, 7A en bloc, je voyais les prix, je dis, mais c'est impossible, il me faudra 3, 4, 5 ans pour tenir une prise si petite. Et puis en fait, en pratiquant, ça vient assez naturellement. Et c'est ça qui est merveilleux avec l'escalade, c'est que et il y a une certaine magie de se dire, de constater une vraie progression, tu vois. Et vous savez combien de temps là que vous... Nous, on a commencé l'escalade, du coup, je crois que c'est 2016 qu'on a commencé l'escalade. Bien avant qu'il y ait toute la mode. Il n'y avait pas beaucoup de salles à Paris. Il y avait Blockout. Le Arcos Nation n'existait pas. La première salle Arcos de Paris n'existait pas. Vous avez vraiment commencé. Du coup, vous avez vécu quand même le côté intimiste aussi. C'était cool ça. Nous, le côté entraide et tu te fais des potes dans la salle alors que tu connais personne. C'est vraiment beau, l'escalade pour ça. Je trouve que l'escalade, ça a beaucoup changé, Moi, déjà, quand je vois le style Yamakasi, à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas quitté ma pratique Yamakasi pour faire l'escalade. Quand je dis quitter, c'est juste qu'à un moment, quand je vais faire Yamakasi, je fais Yamakasi. Quand je fais l'escalade, je fais l'escalade. Et je me retrouve à faire l'escalade, mais c'est du Yamakasi. Il dit, oui, il y a un saut pour toi. Je dis, non, mais je l'ai On a eu pareil, tu veux pas sauter de tel mur à tel mur Je suis attends, je suis venu grimper. Et je trouve que dans la modernité, je trouve ça beau. Pour moi, c'était évident que ça allait tourner sur ça. Le côté où l'esprit de grimpeur que je retrouve là quand je vais à Fontainebleau ou en falaise, je l'ai retrouvé en salle avant. Ça a duré peut-être 4 ans en fait, ce moment-là où je voyais vraiment des grimpeurs, des alpinistes, des montagnards qui allaient en salle. Et là, il y a beaucoup de gens maintenant dans la nouvelle génération, c'est devenu un peu comme un moyen d'être en forme, aussi pour se muscler, et c'est très efficace. Pour moi, quand quelqu'un me dit j'ai envie de me muscler, je dis va faire l'escalade. C'est parfait. Par contre, le niveau a complètement explosé. C'est énorme, c'est-à-dire que t'as des gens de tout horizon et des gens de tout milieu, vraiment, et qui ont des capacités physiques. On dit, si ça aurait été que alpiniste, ils l'auraient jamais fait. Et là, ils viennent mettre la barre super haut, parce que c'est des gens qui ont vraiment les capacités, mais qui vont que s'entraîner en salle et te mettre le niveau hyper haut. Et puis c'est beau, quoi. Voilà, ça fait monter. Et puis ceux qui sont puristes et tout, ils vont dehors, et puis c'est bien aussi, quoi. Mais parfois, ça me manque le côté où... intimiste. Toutes mes premières années en temps Yamakasi, c'était sans musique, on s'entraîne, on entend les bruits du muscle. Nous c'est pareil, j'aime pas les sessions où il y a de la musique parce que ça me déconcentre, quoi, tu vois. Et j'imagine que pour l'escalade, là, maintenant, c'est pareil. Et moi, les premières fois que j'ai entendu le son en falaise, maintenant, je m'entraîne avec des gens à l'équipe de France qui mettent aussi du son. Du coup, c'est comme ça avec la nouvelle génération. Je trouve que ça te déconnecte, en fait, de l'endroit où t'es. Même en escalade, je me vois pas grimper dans la nature
Bon, après en salle, il y a un peu une musique de fond toujours, mais même dans la nature, je me vois pas mettre de la musique. J'ai envie d'entendre, je sais pas, mes muscles qui craquent ou mes articulations ou sentir je sais pas, les petites caillasses dégringoler sur la paroi si je touche un truc un peu friable. Enfin, tu vois, t'as envie de sentir et de ressentir. J'adore marcher et puis mettre la musique et tout, mais je sais que quand je m'entraîne, j'ai besoin d'entendre le bruit du muscle. J'ai besoin d'entendre l'effort et puis me dire je suis où je suis, quoi. D'être connecté et puis d'écouter ce qu'on n'entend pas. J'ai besoin de ça, quoi. Et c'est beaucoup plus profond aussi de pouvoir écouter ce silence-là. La musique, pour moi, c'est la vie. C'est aussi une connexion à la vie. C'est sûr et tout. Mais quand tu es dans l'instant présent et tout, il y a un moment donné, c'est que toi seul, quoi. Et justement, après les solos, tu parlais des JO, du fait que tu as entraîné des gens. Quel parcours tu as eu dans l'escalade? Pour les JO, j'ai eu la chance de rencontrer Mickaël Mohamed et son frère Bassa. Et en fin de compte, je m'entraînais à Pantin, Murmure-Pantin. Et à chaque fois, il y avait des voix où c'était marqué Mika ou Bassa, j'arrivais pas. C'était des voix hyper physiques, très dures. Et je dis mais c'est qui ces gars-là? Est-ce que du coup ils étaient ouvreurs là-bas? Je savais pas, mais en fait Bassa était gérant pendant mes entraînements où je faisais mes voix. Je trouvais pas de méthode pour s'entraîner réellement. À cette époque-là, je demandais aux gens comment on fait pour s'échauffer. Après quelques mois, je commençais à être beaucoup plus rigide aux poignets, aux avant-bras, aux épaules, au dos. Et là, pendant que je faisais mes montées, mon entraînement c'était ça qui était complètement à l'ouest. Je vois deux gars au loin en train de faire des tractions. Je crois que ça faisait 15 minutes, je les voyais répéter sans s'arrêter. Et je vais les voir, je dis est-ce que je peux m'entraîner avec vous? Et il me dit bah ouais, vas-y. Et je dis c'est quoi? Vous faites quoi là? Bon, on fait 350 tractions, c'était ça. 350 tractions. Chacun ou au total? Chacun. Putain, la vache. Chacun, je dis ok, vas-y, je fais avec vous. Et du coup, on se fait les séries pour faire 350 tractions. Je les fais avec eux. Et ils me regardent, ils me disent mais c'est qui ce gars-là? Et du coup, je fais les 350 et je retourne à faire mes voix, répétitions. pas fatigué, quoi. Pas fatigué, j'étais content parce que, entre ma question, nous on fait des entraînements comme ça. Toi, avec Laurent, quand j'étais gamin et tout, on fait combien de pompes? 500 pompes, tu vois, c'est des trucs comme ça. Oui. 2000 abdos, je sais pas comment dire, mais c'est les vrais chiffres que là je te dis. Et du coup, je les ai connus comme ça. Et ils m'ont dit, si tu veux, demain, on fait 500 tractions. Et je suis revenu le lendemain faire les 500 tractions. Et on a sympathisé comme ça, en faisant les 500 tractions. Excellent. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans le temps à être proposé par Mike qui m'a demandé si je pouvais devenir son coach en mobilité, développement du mouvement, pour le préparer à obtenir le premier ticket des JO. Ça commence en 2017. Et en août 2019, il est le premier Français à obtenir le premier ticket pour les JO. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé ensuite au pôle olympique. Ça a été, et tu l'as suivi jusqu'à Tokyo ou En fait, là, il y a eu le Covid et tout. Je devais être coach numéro 122, je sais pas. Il y avait énormément de coachs, mais au bout d'un mois, je me suis retrouvé le seul coach pour Mike. Parce qu'en fait, les autres n'ont pas suivi et tout. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé vraiment proche de Mike. J'essaie de faire en sorte qu'il soit que concentré à l'entraînement et plus rien, en fait, le parasite. Et ça a été mon rôle en tant que coach, d'être là aux entraînements et puis l'entourer, d'être toujours mettre la barre très haute, analyser dans le mouvement, faire toutes ces routines de mobilité, d'échauffement. Je disais aux gens, quand vous avez un truc à dire à Mike, c'est à moi. Et lui, il le sait pas, en fait. Mais je protégeais tout ce côté-là. J'ai dit ça, pour moi, je le préparais comme quand je préparais un compétiteur. C'est un peu comme un artiste. Je lui disais, en fait, quand tu es artiste sur scène, on se rend pas compte, mais quand tu sors du spectacle, on dit c'était moyen en fait ce que tu as fait. Mais en fait, tu as donné ton cœur. C'est-à-dire que tu es sur scène, tu t'es dévoilé à 1000%. Et quand tu dis un truc, tu dis tu te rends pas compte que je suis à vif là. C'est mon cœur, ma chair. Tu me dis un petit truc, c'est comme si tu mettais du vinaigre sur ma chair directement, quoi. Pour toi, c'est rien, mais là, je me suis présenté à nu, quoi. Et pour moi, un compétiteur, c'est pareil. Tu peux pas dire à un gars, c'est de la merde ce que tu as fait. À part que tu es en blague, si l'autre est assez. Bien sûr. On peut, mais quand c'est un moment important, on peut pas. Faut avoir beaucoup plus de justesse par rapport à ça. Puis de toute façon, quand t'es compétiteur, si t'as fait de la merde, tu le sais au fond de toi. Enfin, tu le sais. Ouais. T'as pas besoin qu'on te le rappelle constamment, quoi. Ouais. Et pour moi, dans les compètes, c'était ça l'enjeu mental qui manquait dans l'escalade à cette époque-là. Maintenant, ça c'est tellement ouvert, il y a tellement de savoir et tout. Mais moi, lorsque j'ai commencé, je me demandais c'est quoi l'échauffement. Il me dit tu grappes une 5A, après une 5A+, une 5B. Je fais mais c'est pas un échauffement ça. Il dit ouais, mais c'est comme quand tu cours, un coureur, tu cours. Avant c'était non, tu grimpes. Et avant qu'on arrive maintenant à des routines de mobilité au sol, même quand je faisais des pompes, les gens me disaient pourquoi tu fais des pompes? Parce que l'escalade,
c'est des tractions. Je dis, mais tu travailles aussi les triceps, c'est aussi la force opposée. Mais tu dis, t'imagines, moi, quand j'ai commencé à l'escalade, qui était hyper mobile, j'arrivais plus à faire des pompes, quoi. Je disais, déjà, moi, ça fait déjà quelques mois, j'arrive plus à poser mes mains au sol et puis à faire la quadrupédie, parce que ça me fait mal au poignet, parce que je deviens de plus en plus rigide. Quelqu'un qui fait ça depuis 10 ans. C'est vrai que pendant des années, nous, on s'est pas échauffé presque. Tu vois, genre, c'était vraiment en mode le parcours, ça saute, quoi. Ouais, mais nous, l'échauffement, c'est ce que tu disais en escalade, c'est qu'on bougeait, on faisait des petits sauts de presse, des petits sauts de bras et on augmentait au fur et à mesure les distances. Ouais. Mais c'est la première fois où je me disais, l'escalade c'est sérieux, c'est beaucoup plus intense, j'avais l'impression, et donc j'ai besoin de m'échauffer. Et donc effectivement, je faisais ça avec mes doigts pour m'échauffer les doigts avant de grimper. Je restais beaucoup sur les poutres d'escalade à faire un petit peu des tractions, un peu de mobilité douce sur les différentes prises, et ensuite j'allais grimper. Mais bizarrement, tu vois, le parcours, vu que c'était plus inné, parce qu'on a commencé un peu plus tôt, il y avait ce côté, ça fait partie de mon corps, et juste je me déplace un peu plus et j'augmente l'intensité. Là où l'escalade, on arrivait assez humble c'est une nouvelle discipline qui est très physique, très demandeuse, donc je vais m'échauffer avant de commencer à toucher le mur, quoi. C'était un peu ça. Faut faire des squats, pompes, la poutre aussi, on a beaucoup fait, nous, c'était un grand amour avec la poutre. Ouais, la poutre, pour la force. Moi, je pourrais ne faire que de la poutre et plus d'escalade, tellement je kiffe ça, quoi. C'était sympa. C'est pour la force et tout. C'est vraiment pratique, pour la force. Et d'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, justement, dans la salle où on était à Cergy, là, à Blockout, il me semble que la poutre avait été ouverte par donc les mecs du pôle de l'équipe de France, et donc notamment les frères Mawem et Manu, c'est eux qui ont modernisé la poutre de là-bas et qui l'ont rendue si merveilleuse, j'ai envie de dire, parce qu'effectivement, dans toutes les salles qu'on a fait dans notre vie, on n'a jamais retrouvé une poutre aussi bien ouverte que celle de Cergy qu'on a connue. Quand tu la pousses, c'est là où il y a plein de prises ou c'est une grande poutre en bois toute droite, parfois même deux en parallèle, et t'as plein de prises, t'as des boules, des trucs suspendus, des réglettes, tu peux faire des carrés entiers suspendus. En fait, tu fais beaucoup de no-foot dessus finalement. Et du coup, c'est trop complet, quoi. T'as plein de jeux ludiques qui sont super demandeurs physiquement. Et du coup, t'apprends vite sur des trucs techniques et difficiles, mais en t'amusant. En tout cas, moi, personnellement, j'ai souvent ce truc-là où l'entraînement physique me fait chier parce que t'es là, tu fais juste des répétitions, des chiffres. Et en fait, quand t'as ce côté ludique que je retrouve avec le parcours notamment, où en fait, ou même l'escalade, dans ta séance, t'as fait l'équivalent de 800 tractions tellement t'as grimpé. Mais en fait, t'en ressors, t'as l'impression d'avoir joué 1 heure avec des prises et d'avoir fait un peu le singe, et c'est rigolo, quoi. Et du coup, sur Instagram, j'avais, je pense, les premières fois où je t'ai vu sur Insta, je te connaissais via le film et tout, mais sans plus. Et j'étais tombé sur ces vidéos de un petit peu dans ce que tu retrouves dans les parcours de santé, donc ces échelles finalement horizontales. Je te voyais en dessous te balader et tout, et il y avait cette histoire de méthode où je pense que c'était le tout début de ta méthode, et donc il y avait encore beaucoup de mystères sur qu'est-ce qui travaille, et il y avait beaucoup de quadrupédie à l'envers, etc. Et c'est quoi un peu le point de départ de cette méthode, et ça consiste en quoi? Est-ce que c'est un des trucs que tu es le seul, j'ai l'impression, à faire, à avoir vraiment imaginé et développé cette méthode? En fait, j'ai toujours voulu... Yamakasi, ça a été dur pour moi de dire qu'on a créé quelque chose. C'est tellement une pratique, on dit naturelle, que tout le monde le fait et tout. Nous c'était une quête de sens, une quête de liberté, et on voulait, à travers ce mouvement naturel, créer quelque chose, une méthode sportive ou athlétique, ou un art de vivre qui nous permette d'arriver à cette plus grande compréhension de soi, de la vie. Et c'est ça qu'on a créé, en fait, via des mouvements naturels. Et dans ce travail-là, je me suis dit, il manque encore quelque chose pour que ça soit plus complet. Le chemin de fer, c'est un entraînement qui est basé principalement sur la quadrupédie. Parce que juste avec la quadrupédie, tu peux, sur le travail de corps, sur ça, tu travailles quasiment toutes les capacités du corps pour être complet dans quasiment toutes les pratiques. C'est une posture qui t'emmène à développer tout ton corps, et des postures patterns que tu retrouves dans la danse, dans le combat, dans l'escalade, dans le style Yamakasi. C'est pour ça que j'ai commencé à créer aussi le chemin de fer. À l'époque, en 2000, je me disais, si je me trouve sur une place vide, en fait, Yamakasi, c'est fini. Il n'y a plus de parcours, il n'y a plus de traceurs, il n'y a plus Yamakasi. Nous, c'est basé sur le franchissement d'obstacles, et on fait comment pour s'entraîner? C'est vrai que maintenant, dans les nouveaux centres-villes, c'est très plat. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus rien, c'est juste... Et surtout, avec rien, il faut que tu puisses faire quelque chose. Et ça m'est venu grâce à la capoeira. À dance hip-hop, breaking, c'est des choses qui m'ont inspiré, où je voyais en faisant la capoeira, on était tout le temps à 4 pattes, breaking aussi, et je me disais mais je suis hyper fort après dans ces postures-là ensuite. Et 2013, je me trouvais au lit, et j'ai des visions de marcher à l'envers. Je dis c'est marrant, en fait, la quadrupédie, on l'a fait d'une certaine manière en force poussée, mais jamais en force tractée. Et c'est là que j'ai commencé, ça m'a pris 3 ans pour arriver jusqu'en 2016, grâce à l'escalade et tout, à me retrouver à l'envers et pouvoir développer tout le basique de quadrupédie à l'envers. Je disais, mais
pourquoi on n'y a pas pensé avant? Et ça m'a fait vraiment une vraie réponse. Et là, je dis, j'ai finalisé ma méthode, vraiment. Okay. Et en 2014, 2015, 2016, je vais au Vietnam. Je commence à grimper des ponts, je commence à faire mes traversées à l'envers et tout. Et je me disais, j'ai créé le code renversant, mais je peux pas ramener les gens sous les ponts, c'est trop dangereux. Et je me dis, est-ce qu'il y a un outil qu'on trouve maintenant un peu partout dans le monde, sur lequel on pourrait travailler sa marche quadrupédique à l'envers et se dire que le monde n'est pas juste linéaire, mais qu'il y a un monde renversant. On mettra le lien vers la méthode. Et Clem, est-ce que tu as une reco, toi, pour conclure cet épisode? Non, bah, c'était assez complet. Je pense que je me re-regarderai le film Yamakasi, tu vois, ça fait longtemps. Avec grand plaisir. En mode souvenir d'enfance et tout. Ah ouais. On se fera une projection. Mais ouais, non, encore merci pour toutes ces explications, que ce soit sur le film, sur ta méthode. Enfin, c'est trop intéressant. Ouais. Et c'est ça que j'aime dire à chaque fois, c'est que tu vois, dans nos disciplines, la chance qu'on a, c'est que les fondateurs, les premiers qui étaient là, sont encore vivants entre guillemets, dans le sens où on est encore là. Non, mais dans le sens, tu vois, moi j'ai fait du judo, mais tous les sports un peu combat, art martial et tout, bah en fait on te parle toujours des pionniers ou du grand maître et tout, mais ils sont plus là, tu vois. Et on a la chance, nous, d'être arrivés dans un nouveau sport, entre guillemets, une nouvelle méthode, où on l'a vu se construire, se développer sous nos yeux, et on la voit encore nous dépasser et continuer à se développer. Et il y a un truc très puissant en nous de se dire, bah, à notre échelle, on a mis une petite pierre et on a participé à la création. Moi, je suis content en tant que fondateur d'être toujours là, d'être toujours actif et de rendre la pratique vivante. Mais la nouvelle génération, je dis, c'est incroyable ce qu'ils font. Et je trouve la nouvelle génération beaucoup plus libre, beaucoup plus désinhibée, sans les contraintes que nous on a, sans se mettre les barrières qu'on a eues, de ne pas se perdre. Je trouve ça vraiment incroyable pour moi, voir ça là. Et c'est beau, tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu peux être juste et il ne faut pas se limiter autant que nous on l'était. Parce qu'on a mis des grosses barrières là, à l'ancienne là. Tu vois, j'avais jamais voté moi par exemple à l'époque, je sais pas un truc politique mais c'est chelou, mais et ça a été une très bonne leçon de vie aussi. Voir cette nouvelle génération qui te permet de croire des choses que tu dis mais non, ça va jamais changer, c'est comme ça quoi. Ouais, c'est bluffant quoi. Ils sont forts. Une belle conclusion, beau mot de la fin. Ouais. De fou. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. C'était un vrai plaisir, franchement. Ouais. Et puis, pensez bien à mettre 5 étoiles sur le podcast, à mettre un petit commentaire sur YouTube. Ça nous aide à avoir des invités prestigieux comme aujourd'hui. Prenez bien soin de vous, prends bien soin de toi également. Bon courage pour l'entraînement et tout ce développement. Je pense que c'était un épisode très inspirant. Nous, je pense qu'on a beaucoup appris aussi. C'était un plaisir de découvrir ce morceau d'histoire avec toi. Merci à vous. Prenez bien soin de vous. On se dit à dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Allez. Épisode toutes les 2 semaines. Ciao. Allez, ciao. Salut.